Cette balado est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire. Oui, bonjour tout le monde et bienvenue à ce 8e et dernier épisode de Nos Voix pour des toits. Mon nom est Maya Cousino-Mullen, je suis auteure et conférencière de la nation Innu. Je travaille également à titre de conseillère en développement communautaire pour la firme de Évoque Architecture. J'animerai à la demande du comité de production le nouvel épisode de cette série balado, dans le but de porter les voix des personnes d'identité autochtone qui font partie des minorités oubliées et des victimes d'injustices du marché locatif au Québec. D'ailleurs, je m'implique auprès de Projets autochtones du Québec, une organisation dont la mission est d'offrir un service d'hébergement à court et moyen long terme et des services d'intégration sociale adaptés aux cultures des Premières Nations inuites et métisses qui vivent dans des situations précaires ou sont en transition. Dans cet épisode, nous nous pencherons justement sur les multiples réalités des Autochtones locataires, autant dans les communautés que dans les villes. Selon les plus récentes études du FRAPRU et de la santé publique, ainsi que des données collectées dans les derniers recensements, dans toutes les provinces et les territoires, les ménages autochtones sont plus susceptibles d'avoir des besoins de logement que le reste de la population. Ils sont proportionnellement plus nombreux à habiter des logements qui nécessitent des réparations majeures. On note aussi que la population d'identité autochtone compte proportionnellement moins de personnes âgées et plus de jeunes adultes. Celles-ci ont un revenu médian plus faible et sont proportionnellement plus nombreuses à vivre sous la mesure du faible revenu. D'importants problèmes de logement dans les communautés autochtones sévissent partout au pays. Une pénurie de logements, une surpopulation, des logements mal construits ou en mauvais état et un approvisionnement en eau potable déficient, même nul. Des difficultés d'accès à un logement abordable, salubre et sécuritaire sont aussi vécues par les Autochtones en milieu urbain. Les difficultés de se loger convenablement à un coût raisonnable compromettent les chances de trouver la stabilité et la sécurité. Un autre triste constat est que les Autochtones sont surreprésentés parmi les populations itinérantes. Ils sont aussi plus susceptibles de vivre de l'itinérance cachée, c'est-à-dire de devoir être hébergés par des parents ou des amis en raison de l'impossibilité de se payer un logement. Dans le cadre de notre 8e rendez-vous, plutôt que de se déplacer vers une région du territoire de la Fédération, nous étendons ce territoire à l'échelle nationale afin de stimuler un échange vulgarisant les inégalités flagrantes des membres des Premières Nations par le biais d'un échange entre Tania Sirois, Alana Kane, Guy Latouche, ainsi que Lisa Kerr et Ina Wialinga. De plus, notre fédération a récemment développé un nouveau projet dans le cadre de l'initiative pour la création rapide de logements. En partenariat avec le Conseil Mohawk de Kahnawake et le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest, le célèbre motel rustique de Châteauguay sera reconverti en logements sociaux. Pour en parler, nous allons discuter avec Carlos Borges, un organisateur communautaire retraité de la MRC du Roussillon. Toutefois, pour ouvrir la réflexion, nous prendrons d'abord le temps de donner la parole à ces personnes dont trop souvent la voix est étouffée derrière des enjeux sociopolitiques. Nous avons eu la chance de recueillir des témoignages de locataires d'identité autochtone prêts à nous partager leur expérience. Salut, mon nom c'est China Poon Ojik et je suis étudiante à l'Université de Sherbrooke. Je suis née à Vancouver, mais mon père est né sur une réserve autochtone qui s'appelle Kiligan-Zibi. C'est au Québec, mais c'est très près d'Ottawa. J'ai habité sur la rive nord de Montréal, puis je sortais un petit peu du lot, que j'avais le teint très bronzé, les cheveux très noirs, les yeux très... Fait que, comme on dirait, je le voyais la différence avec les autres petites filles dans mes cours. Aussi, on m'a toujours posé la question, t'es pas québécoise, hein, toi? Comme tu viens d'où? Ah, c'est quoi tes origines? C'est même encore aujourd'hui, là, c'est comme souvent une question qui revient. Fait que ma mère est pas autochtone, mais on a vécu plus jeune, quand j'étais plus jeune, sur les réserves. Fait que des fois, on squattait un peu chez des amis ou des choses comme ça, surtout quand que mes parents se sont séparés. Encore aujourd'hui, je vais voir mes frères et sœurs parce que eux habitent toujours là. Puis surtout probablement à cause j'ai vécu avec ma mère, comme maintenant c'est beaucoup plus aisé, mais quand je retourne du côté de mon père, je vois vraiment la différence. C'est pas des traits
grand logement, puis il y a beaucoup de personnes qui y habitent. Puis les familles ont tendance à rester ensemble. C'est pas toujours bien entretenu. Par la suite, j'ai commencé à vouloir mon propre appartement. Donc, j'ai fait un petit peu de recherche. Mais justement, c'est une question qui est venue. Il a vu mon nom de famille, fait qu'il me dit « T'es autochtone, hein, toi, c'est ça? » Je suis comme « Oui. » Mais mon nom de famille est quand même connu. J'ai pas senti que comme ça lui dérangeait ou qu'il y avait une connotation négative tout ça, mais j'ai quand même eu d'autres difficultés avec eux par la suite. Premièrement, c'est les grandes augmentations de loyer à chaque année. La première année, moi, j'étais à la recherche d'un 4,5 avec une de mes amies, mais ils étaient tous pris dans ce bloc-ci. Donc, ils nous ont suggéré un 5,5 qui était plus cher. Moi, j'ai dit, j'ai pas besoin d'un 5,5 puis je suis quand même sur un budget. Donc, ils nous avaient dit, on va vous faire un rabais de 50 $. Puis, l'entente, c'était que, comme par la suite, ce rabais-là allait être continué. Mais quand j'ai eu des nouveaux propriétaires, eux, ils m'ont dit, nous, on n'a pas fait cette entente-là avec toi. Donc, on va augmenter, plus on va enlever les 50 $. Comme moi, maintenant, ça rentrait pas dans mon budget. Puis j'avais l'intention de rester quand même longtemps ici, pour le reste de mon bac au moins. Puis comme ça l'a quand même fait un petit peu de chicane et tout ça. J'ai senti comme, juste dans le non-verbal puis la façon qu'il me parlait, c'est comme si je connaissais rien, puis je savais pas de quoi que je parlais. Mais là, quand mes parents sont intervenus puis sont venus au bureau, eux tentaient de leur dire quelque chose, puis ils étaient comme non, c'est pas légal de faire ça parce que telle chose. Avant ça, je voulais avoir une rencontre avec eux au bureau, ils voulaient pas. Mais quand mes parents ont appelé puis ont dit on veut une rencontre au bureau, ils l'ont eu. J'essaie d'être indépendante, de faire mes propres choses puis essayer de régler ça par moi-même, mais je trouve ça dommage que je dois faire intervenir mes parents quand c'est ma responsabilité ici. Mais la dernière année, il y a eu encore d'autres petites choses, mais là, cette année, c'est moi qui l'ai réglé. Je m'appelle Vanessa. Je suis métis de la communauté de Mastuyatsh-Roberval, Innu. Je suis présentement une étudiante de 3e année en droit. Personnellement, moi, j'ai été chanceuse. J'ai vraiment vécu une belle expérience en tant que locatrice. Ça fait 4 ans que j'habite ici. Moi, j'ai grandi, écoute, c'est pour ça que pour moi la stabilité c'était vraiment important. Ma mère était quelqu'un qui est autochtone aussi, puis pas mal pas de stabilité, souvent changé d'appartement, d'avoir la difficulté à trouver des appartements, jamais habité en maison. J'ai toujours pensé que j'avais quelque chose qui clochait avec moi, j'ai jamais fité. Puis je pense que quand t'es enfant, tu comprends quelque chose, tu comprends pas mais tu sais pas comment. Fait que là tu t'essaies de gérer ça dans ta petite tête d'enfant, tu sais. Puis j'ai été en centre jeunesse, je veux dire j'ai été en famille d'accueil. Puis là, tu te dis, mon Dieu, je fais pas dans ce monde-là. Tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis c'est maintenant, aujourd'hui, à 26 ans, que des fois, je reprends un pas de recul puis je me dis, c'était peut-être la discrimination à ce moment-là. Puis pour être honnête, là, parce que moi, j'ai pas grandi sur la communauté, bien que là-dessus, c'est proche, là, quand même. Je connais pas ma langue. Je connaissais à peine ma culture. Puis j'ai appris de me parler des enjeux autochtones quand je suis arrivée au cégep. True fact. J'étais dévastée. J'étais comme, wow, j'ai manqué un méchant bout. Puis j'ai été à l'école, j'ai un secondaire 5, puis on m'a jamais appris ça avant. Puis j'étais comme, hey, c'est ma culture en plus. Tu sais, moi, à un moment donné, là, j'ai vécu beaucoup de choses avec mes parents, puis j'ai eu beaucoup de travail à faire sur moi-même. Quand j'ai compris c'était quoi le trauma intergénérationnel. Mon Dieu, je l'avais déjà compris avant de mettre un mot dessus. Tu sais, j'étais comme, à un moment donné dans ma vie, j'étais comme, faut que je lâche prise sur les choses que je peux pas gérer. Moi, je veux quoi? Mais mes parents, en même temps, tu sais, eux, qu'est-ce qu'ils ont subi quand ils étaient jeunes? Est-ce que je peux leur en vouloir ça? Est-ce que, tu sais, quand je repense à ça, tu sais, ma mère avait déjà dit que quand elle était jeune, elle s'est fait abuser. Fait que là, tranquillement, pas vite, tu fais comme un peu ton deuil, t'apprends à vivre avec ça, puis c'est comme, tu te sépares de ça, puis là, de dire trauma intergénérationnel, wow, il est là. Imagine ses parents, elle, avant, puis s'ils connaissaient pas mieux, qu'est-ce qu'ils ont pu transmettre. Puis là, boum, moi, je suis là. Puis tu te dis, ouais, Québec, Canada, on a des choses à travailler.
une fille avec qui je suis allée de la maternelle, on a passé ensemble, on s'est même retrouvés ici à l'université. Puis elle vient quand même, malgré que c'est une super de bonne famille, tu sais, des parents très solides. Tu sais, mettons, la famille autochtone typique, on va les appeler modernisés, mettons, pas que j'ai toujours vu. Puis j'étais comme, tu sais, je me souviens d'avoir été manger les midis chez mon ami, toujours bien accueillant, puis toujours son papa présent, sa mère travaillant, puis elle travaille encore à la même place aujourd'hui. Tu sais, ils ont élevé des bons enfants, stabilité, puis ils n'ont pas été élevés non plus dans la richesse ou de Colin, j'étais comme, si mes parents ils pourraient être comme... Puis pourtant, il a vécu une situation où est-ce qu'il a vécu de la discrimination. Ils ont dû déménager. Puis ils ont tout le temps eux, habité longtemps dans leur logement. Puis ils étaient rendus à l'étape de s'acheter une maison. Fait que là, ils font des visites. Puis au moment d'arriver, ils font le retour d'appel. Tout se passe bien, l'échange se passe bien. Bon, vient l'heure de la visite. Si je me trompe pas dans les faits, c'est que madame ne s'est jamais présentée ou est arrivée avec plusieurs heures de retard. Lorsqu'ils ont mentionné, je pense que vers la fin, qu'ils étaient autochtones. Dès qu'elle l'a su, elle n'était plus disponible. Il y avait toujours une excuse. Puis souvent, ce que les propriétaires vont faire aussi, c'est que c'est plus disponible. Puis là, il y a d'autres gens qui appellent. Puis là, oups! C'est disponible. Fait que, tu sais, c'est frustrant de voir ça. Puis tu te dis, Colin, c'est une super de bonne famille. Puis eux, ils ont vécu ça. Puis, mais j'étais contente parce qu'il s'est affirmé, il en a parlé, puis il a pas eu peur de dénoncer ça. Puis il faut pas non plus. Mais on est des êtres humains comme tout le monde à la base. Mais c'est pas parce que t'es autochtone que tu vas saccager un loyer, qu'il va y avoir plus de violence ou moins de violence. Je suis sûre que tout le monde, à un moment donné, au moins une fois dans leur vie, vous avez eu une mauvaise impression de quelqu'un à première vue. Puis, que vous avez changé d'idée par après. Puis à ce moment-là, repensez, prenez une seconde pour réfléchir. Qu'est-ce qui a influencé votre première impression? Est-ce que c'est par rapport à ce que les gens disaient? La couleur, la race. Puis je pense qu'on va pouvoir partir peut-être plus sur un pied d'égalité, d'équité. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je n'ai pas l'accent typique qu'on peut attendre chez les gens qui parlent leur langue autochtone. J'ai été élevée en français. Et quand je parle au téléphone, on peut pas deviner mon origine. Donc, j'avais été invitée à aller visiter un appartement et quand je suis arrivée sur les lieux, c'était cette île, donc les distances n'étaient pas très grandes. En 5 minutes, j'étais rendue. Le monsieur me regarde de haut en bas, il me dit « Le logement est loué ». J'ai dit « C'est vraiment bizarre qu'il se soit loué en 5 minutes. Est-ce que vous avez de la misère avec la couleur de ma peau ?» Il n'a pas répondu, naturellement. À l'aide de ce témoignage, je souhaitais vous sensibiliser à la réalité autochtone actuelle. Et le témoignage des locataires permet également de réitérer nos propos énoncés en ouverture concernant les Premières Nations. Parlant des Premières Nations, saviez-vous qu'il y a 11 nations qui cohabitent sur le territoire non cédé du Québec? On compte les Abénaquis, les Anishinaabeg, les Atikamekw, les Cris-Iou, les Huron-Wendat, les Inuits, les Malécites, les Mi'kmaq, les Mohawks et les Naskapi. Sur le territoire couvert par les fédérations, c'est-à-dire l'Estrie et la Montérégie, on retrouve 2 communautés, anciennement appelées réserves, les communautés Mohawk de Akwesasne et de Kahnawake. Par contre, les régions administratives, que sont l'Estrie et la Montérégie, sont sur des terres ancestrales Mohawk et Abénakis. La communauté Abénakis se concentre notamment à Odanak et à Wolinak au sein de la MRC Nicolet-Yamaska dans la région administrative du centre du Québec. Il est intéressant de noter que présentement, les peuples autochtones connaissent un taux de natalité plus important que celui des non-autochtones au Québec. C'est un contrepoids important qui vaut la peine d'être partagé quand on pense aux multiples tentatives d'assimilation et d'extermination qu'ont subi les peuples autochtones. Depuis 2015, des démarches de réconciliation ont été entamées afin de soutenir les Autochtones pendant le processus de la longue guérison. Pour y répondre adéquatement, il faudra au cours des prochaines années favoriser le dialogue afin de transformer la société canadienne et québécoise pour que les générations futures autochtones et non autochtones puissent vivre ensemble dans la paix, la dignité et la prospérité sur ces terres que nous partageons. En août dernier, nous avons enregistré un entretien faisant office de table ronde pour cet épisode. Alors que les tables rondes régionales sont normalement animées par un employé de la Fédération, j'ai eu le plaisir de relever ce défi. Sur un panel donnant la parole à des experts autochtones et du milieu de l'habitation, j'étais donc accompagné d'Alana Kane, gestionnaire au Kahnawake Shakotia Tahenga Community Service. L'organisme KSCS propose d'encourager un avenir collectif fort en promouvant et en soutenant une unité familiale saine par le biais des différentes activités en partenariat avec l'ensemble de la communauté de Kahnawake. De Tania Sirois, directrice du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec,
L'organisme RCAAQ milite pour les droits et intérêts des citoyens autochtones dans les villes et soutient activement le développement des différents centres d'amitié autochtones dans les villes des multiples régions du Québec. De Guy Latouche, urbaniste et représentant de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. L'APNQL est un organisme englobant l'Assemblée des chefs ainsi qu'un bureau administratif que l'on retrouve à Wendake. L'Assemblée est composée de chefs des communautés des Premières Nations situées au Québec et au Labrador, qui représentent un total de 10 nations. De Lisa Kerr, directrice adjointe du Centre de transformation du logement communautaire. Organisme très récent, le CTLC soutient les organismes d'habitation à l'échelle du pays pour assurer la transformation, la durabilité et la croissance du logement communautaire. Leur mission a pour but de renforcer et de faire grandir le secteur du logement communautaire afin de répondre aux besoins actuels et futurs de tous et toutes. Et de Ina Wielinga, spécialiste en logement autochtone pour la Société canadienne d'hypothèques et de logement. La SCHL est l'organisme national responsable de l'habitation au Canada. Durant cet échange, nous avons discuté de l'état de la situation au niveau national en prenant le pouls des différents constats des panélistes. Puis, nous avons abordé les défis que les Autochtones rencontrent dans leur milieu de vie, pour finalement nous concentrer sur les solutions envisageables pour améliorer les conditions d'habitation des membres des Premières Nations. C'est donc un condensé des moments forts de cette heure de discussion que je vous présente ici. Pour commencer, dans les premières questions que je suis curieuse de vous poser, peut-être nous donner un aperçu de la réalité dont vous êtes témoin sur le terrain. Qu'est-ce que vous voyez de chacune de vos perspectives qui est sûrement différente? Écoutez, Guy Latouche pour la PNQL, ce que je peux partager avec vous quand on parle de réalité dont on est témoin sur le terrain, je vais vous parler à l'intérieur des communautés. C'est un contexte de grands besoins. Nous, on connaît bien les chiffres. Pourquoi? Parce que la situation est très bien documentée depuis l'année 2000. À ce moment-là, les chefs avaient déclaré un état de crise. Fait que nous autres, on sait maintenant, l'APNQL, c'est que pour répondre aux besoins, c'est-à-dire éradiquer le surpeuplement, accueillir la croissance démographique sur une période de 5 ans, permettre aux gens qui ont choisi de vivre hors communauté parce qu'ils ne pouvaient pas être bien servis dans leur communauté en termes de logement, leur permettre de revenir dans leur communauté, et aussi remplacer des maisons désuètes. Il faudrait construire 10 000 unités de logement. Bon, 10 000 unités, ça nous dit rien. Par contre, si je vous fais remarquer qu'il y a 15 000 unités de logement présentement dans les communautés, ça veut dire qu'il faudrait en compter 10 000 de plus. C'est quand même beaucoup. Puis le surpeuplement est une des principales causes. Puis souvent, on a tendance à regarder les communautés qui sont près des milieux urbains. On trouve que la situation est pas si pire. Il y a des grands besoins là également, mais la question du surpeuplement est énorme là, dans les communautés les plus éloignées. Madame Sirois, allez-y. Nous, le regroupement, on travaille depuis plus d'une 50aine d'années à documenter et constater les réalités des Autochtones qui vivent en milieu urbain. On sait qu'en 2016, plus de 55% des Premières Nations au Québec déclaraient résider de façon permanente en dehors des communautés. Donc ça, c'est selon le recensement de 2016. Et j'ai bien dit résider de façon permanente. Donc on exclut toutes les Autochtones, les Premières Nations qui sont de passage dans les villes au Québec, aller aux études, recevoir des soins de santé pour soi ou quelqu'un de sa famille. Donc, on comprend que la réalité urbaine est de plus en plus importante au Québec. Un peu de retard sur le reste du Canada, quand on regarde des provinces comme l'Ontario ou les prairies où que la présence urbaine elle est beaucoup plus élevée qu'au Québec. Donc, ce n'est pas les communautés qui se vident pour aller dans les villes, mais bien, entre autres, les générations qui naissent dans les villes. Donc, je fais partie de cette génération-là qui est née d'un père québécois, d'une mère Innu, mais qui est né à Bécomo et qui a jamais résidé sur une communauté. Et également, tous les jugements qu'il y a eu dans les dernières années pour régulariser quelques inéquités que la loi sur les Indiens avait fait, donc des femmes qui avaient perdu leur statut, donc leurs enfants aussi. Donc, ces gens-là ne sont pas dans les communautés pour la plupart, ils sont dans les milieux urbains. On sait un des obstacles que les Autochtones rencontrent dans les villes est l'accessibilité au logement. Et ça, je parle avant même qu'on parlait de crise de logement là, pour le Québec en entier. Donc, en 2019, le regroupement a créé sa propre société immobilière. Donc, nous sommes en train, là, il y a un projet à Sept-Îles de résidence pour étudiants, mais c'est plus que des résidences, c'est vraiment des milieux de vie. Puis je pourrais l'aborder un peu plus tard. Pourquoi milieu de vie versus du logement? La semaine dernière, on était à première pelletée de terre à Trois-Rivières.
Donc, même principe, un gros projet de 30 millions de dollars et on travaille avec l'université pour un troisième projet. Donc, qu'est-ce que ça nous a permis, ça, de constater sur le terrain? C'est qu'au-delà des études et des données, ça nous a vraiment permis de consulter les gens sur leurs besoins, qu'est-ce qu'ils rencontrent comme difficultés et comment on peut mieux répondre à ces besoins-là. Mais je pourrais vous parler un peu plus tard là, des constats vraiment là qu'on a fait et des obstacles qu'on a rencontrés aussi quand on parle de préjugés, de racisme. Je dois vous dire que même moi, j'ai été, je ne croyais pas être face à ces, encore dans les années 2020, à ces enjeux-là. Avec Alana Kane de Kahnawake Sagodia de Gunhas Community Services. Tania nous expliquait un peu plus la réalité urbaine, tandis que nous, c'est ça, notre organisme se retrouve à Kahnawake, alors sur le territoire. C'est intéressant ce qu'il disait Monsieur Latouche, que c'est ça, c'est que des fois, on a l'impression que vu que notre communauté, nous, elle est proche là, d'un milieu urbain, évidemment. Là, on ne peut pas être considéré une communauté éloignée. Des fois, on a l'impression qu'on dirait que c'est comme pas pareil, qu'on n'a pas les mêmes enjeux qu'ailleurs. Mais on a la même situation. On a un manque important de logement. On a une crise du logement à Kahnawake, c'est certain. Puis je vous dirais que nous, une des raisons principales, c'est parce qu'il y a beaucoup de terrains, il y a beaucoup de propriétés, il y a beaucoup de terres qui sont privées pour... Puis j'utilise ce terme-là avec un peu de... parce que veut pas, c'est une notion un peu coloniale qu'on a malheureusement empruntée. Fait que dans le fond, nous, on a un peu cette mentalité-là, malheureusement, ici, que t'as des gens qui en ont beaucoup, puis des gens, évidemment, qui en ont moins. Puis ça, c'est vrai pour n'importe quelle problématique sociale. Je pense que t'as toujours des gens qui ont beaucoup de choses, des gens qui en ont peu ou pas du tout. Alors, nous, en ce moment, c'est sûr que la communauté fait des efforts pour pouvoir créer des milieux de vie sur le territoire, mais c'est très, très, très difficile parce qu'évidemment, on a un territoire restreint aussi. Alors, en ce moment, c'est un peu des collaborations avec des villes proches, des voisins, dans le fond, de Kahnawake où qu'on essaie de développer. Puis, comme qu'elle disait, Tania, c'est vraiment des milieux de vie qu'on essaie de développer, là. Madame Lisa Kerr. Je pense que pour le centre, qui est justement un organisme relativement jeune, qui malheureusement est composé de gens comme moi qui sont très vieux. Ça fait un bout de temps que plusieurs d'entre nous, on travaille dans le secteur du logement. Peu importe où on constate la situation ou l'état des choses pour les communautés qui vivent dans les communautés ou les communautés plus urbaines, c'est une situation que plusieurs d'entre nous se disent, ça ne peut pas qu'on soit encore rendu là après 30 ans. Moi, ça fait juste 30 ans. Il y a d'autres, ça fait 40 ans, puis eux autres se disent, mais ça fait 40 ans que ça dure, cette affaire-là. Puis on est en 2022. Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'eau potable? Ça se peut pas. Entre le désir de revendiquer, on a aussi un désir d'avoir une stratégie qu'on peut mettre en œuvre là, puis pas attendre des recherches, puis des études, etc., mais avoir une stratégie qui va justement adresser cette fameuse question du choix. Les gens ont le choix, devraient avoir le choix de vivre où ils veulent, dépendant de leurs circonstances. Étudiants, famille monoparentale, grande famille avec 8 enfants, peu importe qui vous êtes, ça devrait être le choix et avoir un logement qui est sain, salubre, abordable. C'est sûr que nous, notre mandat, c'est le logement communautaire, donc c'est ça qu'on privilège. Mais cependant, c'est important que les gens aient le même choix. Et là, on parle d'équité. Et c'est ce manque d'équité qui est flagrant qu'on a besoin d'adresser. Donc, c'est important de nous de mettre en place des stratégies et des approches qui vont, comme bailleur de fonds, pas nécessairement traditionnel, mais un bailleur de fonds qui peut aider dans toute la dynamique de réconciliation, c'est de financer des projets qui vont développer la capacité, développer ce qui existe en ce moment, avoir plus de logements et avoir plus de vie communautaire. Quelle serait, selon vous, la cause de la situation actuelle? Est-ce qu'il y a des problèmes de développement? Nous autres, on est d'avis qui sont multiples. Historique, culturel, démographique, financière, politique, économique. Pour les causes de la situation actuelle, c'est sûr qu'on peut pas... La colonisation, la décolonisation est un concept incontournable. Il faut se rappeler aussi historiquement que où sont situées les communautés autochtones, ce n'est pas les gens des communautés qui les ont choisis, ça a été imposé par des fonctionnaires lors de la mise sur pied de la loi sur les Indiens. Ça nous a forcé un peu à contre-habiter le territoire. De l'habiter d'une manière on n'était vraiment pas habitué, puis deux, d'une manière qui n'était pas dans nos cultures. C'est sûr qu'il y a des causes historiques à tout ça, mais j'aime bien parler aussi des politiques publiques. Encore une fois, je vais parler
parler de ma perspective urbaine. Et je prends l'exemple du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or qui a pris 10 ans à faire face à de nombreux obstacles administratifs pour leur projet Kijaté, une vingtaine de logements. Donc, il y a vraiment eu un travail dans les dernières années et ce commentaire là, se veut très apolitique, là, mais tout de faire reconnaître ces réalités-là. Nous, on travaille beaucoup avec le gouvernement du Québec. Donc, ça a vraiment été un long travail de longue haleine. Donc, on veut bien en développer du logement communautaire, mais il faut qu'il y ait des programmes qui permettent. Puis, il faut qu'on soit en mesure, les petites cases carrées, pour ceux qui ont déjà développé du logement communautaire, que ce soit avec des programmes de la Société d'habitation du Québec, la SHQ. Oh mon Dieu, c'est tellement administratif, c'est tellement complexe. Et notre réalité est complexe. Donc, nous, on ne rentre pas dans les cases. On a une réalité à prendre en compte et on sait qu'on doit faire des changements systémiques. Et ça passe par vraiment l'influence au niveau de politique publique et de sensibiliser le plus possible. Et de notre côté, comme Première Nation, je pense qu'on a le devoir de ne pas fermer la porte au premier nom, mais vraiment de faire preuve d'innovation et de pousser un peu plus. Des fois, il faut insister, puis il faut bien le faire aussi, mais il faut faire preuve d'innovation. Puis dans quel but? C'est vraiment dans un but de répondre aux besoins très concrets qui sont sur le terrain. Moi, j'ajouterais juste un aspect pour ce qui est du logement abordable, du logement communautaire, qui est de fait, comme Mme Sirois disait avec les politiques, c'est que le développement qui est encouragé chez les OBNL de logement communautaire, c'est surtout du développement qui est des 3,5, maximum des 4,5. Donc, on parle d'une espèce de culture qui s'est ancrée au niveau des organismes communautaires dû aux politiques et au financement municipal, SHQ et autres, où les organismes disent OK, on va se faire des 1,5, des 2,5, peut-être un 3,5, that's it. Donc, cette notion d'avoir des logements qui sont pour des familles qui sont plus larges, où toute une famille peut résider ensemble, c'est excessivement difficile à trouver. Donc ça, c'est une autre réalité qui est très, très difficile à surmonter. Puis moi, je vous dirais que c'est préoccupant, la situation précaire dans les communautés, même chose hors communauté, hein, remarquez bien, parce que le logement, il est au cœur de la société. S'il y a des mauvaises conditions de logement, ça se répercute nécessairement sur les autres sphères importantes de la société. La réussite éducative, par exemple, les indicateurs de santé, l'inclusion sociale, puis tous les problèmes sociaux qui peuvent résulter là, des situations de promiscuité à l'intérieur des maisons. Hein. On a parlé de surpeuplement tout à l'heure. Madame Ina? Je pense qu'aussi au niveau du défi, on peut dire pas assez de logement, parfois même qu'il y a beaucoup de financement, mais il est à différents endroits, puis il faut rapatrier. J'apprécie amener des partenaires à la table, c'est très, très bien, mais ceux qui doivent monter les projets, s'enligner dans tout ça, des fois, c'est beaucoup. Puis on a justement des résultats d'une enquête auprès des fournisseurs, puis des commentaires, parce qu'il faut avoir la personne qui veut justement construire et gérer ces établissements-là. Alors, ces défis-là pour ces personnes-là, entre autres, c'était les politiques gouvernementales, les processus de demande qui a été bien noté. On en est conscient, les limites de financement, puis les meilleurs établissements de partenariat organisationnels. Il faut apporter nos forces à la table de chacun, puis de pouvoir trouver des projets qui sont durables, bien alignés et souvent il manque de ressources. On va aller un peu vers du positif. Donc, ça va être le temps de sortir vos atouts de vos manches. Quelles sont les solutions qui pourraient être mises de l'avant? Moi, je vais y aller d'un point de vue, comment qu'on peut monter des projets qui sont structurants et qui répondent à des besoins. C'est mettre au cœur de la solution les Premières Nations. Et ne répétons pas, parce que malheureusement a été fait dans le passé, c'est-à-dire d'imposer une solution aux gens. Au-delà de construire 4 murs et un toit, nous, on a vite réalisé que, du logement pour du logement, là, au-delà qu'il n'y a pas de pénurie, là, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de faire de plus? Et c'est là, la notion de milieu de vie, on a commencé à l'aborder puis à l'élaborer et tout ça. Nous, on travaille beaucoup là, ces temps-ci, là, c'est au niveau d'immeubles pour les étudiants autochtones, étudiantes que je devrais dire, parce que c'est des mamans qui retournent aux études. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une façon, longtemps, on a misé sur
« Oh mon Dieu, les Autochtones, c'est des grands décrocheurs scolaires. Oh mon Dieu, ils abandonnent l'école avant le secondaire 5. Oh, ils vont pas au post-secondaire et tout ça. » Mais on s'est rendu compte que les Autochtones étaient champions du raccrochage scolaire. Tu sais, il n'y a pas juste négatif. Les Autochtones, c'est pas un problème. Tu sais, on le voit souvent comme ça, puis malheureusement, les statistiques aussi nous font parler des problématiques. Mais comment on peut miser sur fonder sa famille? Bon, je vous dis pas à 14 ans, là, mais tu sais, à 18, 19 ans, mais comment qu'on peut justement soutenir ces mamans-là? Et oui, elles ont abandonné, mais comment qu'on les accompagne dans le raccrochage scolaire? Donc, c'est pour ça que nous, dans les milieux de vie, on l'a rapidement compris qu'il fallait un CPE, qu'il fallait des services, qu'il faudrait de l'accompagnement pour faire de l'intervention, mais sans sentir qu'ils vivent dans un milieu de vie ou que c'est une place qu'on fait juste d'intervention. Donc, comment qu'on peut doser cette façon de faire-là, de dire, oui, il y a de l'habitation, les gens y vivent, mais ils vivent pas dans une institution de service non plus. Donc, l'ancrage culturel qui est extrêmement important, toute cette relation-là avec le territoire. Nous, on a vraiment mis les équipes d'architecture avec les étudiants pour qu'ils entendent ce que les gens voulaient pour justement créer un milieu de vie à leur image. C'est pas moi, c'est pas mes collègues qui vont habiter là, c'est pas les gens des gouvernements qui vont habiter là, mais bien les étudiants. Fait que c'est d'y aller pas avec du copier-coller, et on s'entend que les enjeux de logement touchent plein de gens, les aînés, les familles, les gens qui sortent de la rue aussi. Donc, des projets, il peut en avoir, là, il y a tellement de besoins, mais il faut avoir la capacité de les développer, de les porter, de les gérer, ces projets-là. Mais comment qu'on facilite le processus? Dans une pensée de décolonisation, d'autochtonisation, il faut se dire aussi que les outils pour mesurer les besoins de la société et qu'ils utilisent pour mieux mesurer se basent aussi sur les valeurs de la société dominante. Donc, ça peut amener des données biaisées. C'est comme l'idée de voir une famille se fonder jeune, un exemple. Alors que culturellement, c'est tellement différent. Du côté palier gouvernement, bailleur de fonds, tout ce qui est inclus dans cette notion globale de financement, soit privé, public, fondation, etc., on a réellement besoin d'un arrimage de vision. Et cette vision doit venir des communautés autochtones. Mais nous, on doit se positionner pour être sur la même longueur d'onde, pour pas forcer les communautés à aller dans 5 places différentes, pour avoir 5 sources de financement pour un projet qui aurait de l'allure pour eux, mais où le fardeau administratif devient ridicule. C'est primordial qu'on s'entende sur le fait que c'est une question qui est prioritaire dans notre société, point final. Quand on parle de surpeuplement, moi, je vois ça plutôt, c'est un langage parce que je suis anglophone, it's not overrepresentation, it's underhousing. On ne fournit pas suffisamment de logements pour les gens qui ont un choix, par exemple, de vivre en plus grande famille ou vivre avec une grand-mère, une mère, des enfants, peu importe. Donc, il y a cette question-là d'arrimage entre tout ce qui est palier, financement, bailleur de fonds. Au centre, on a à peu près 25% de nos projets en ce moment que nous finançons qui soit sont financés pour des organismes autochtones ou qui touchent des communautés autochtones. Cependant, ce qu'on a découvert, c'est que dans beaucoup d'organismes, c'est cette notion de capacité dans le secteur du logement. Cet été, on a décidé de lancer un programme de stagiaires payés. Donc, on paierait des stagiaires pour venir travailler avec nous pendant 1 an avec l'aide d'un coach, des stagiaires autochtones, un coach autochtone pour apprendre tout ce qu'on a besoin de savoir pour faire justement occuper des postes de gestion en logement dans les communautés autochtones, dans les milieux urbains, peu importe, mais pour justement accroître la connaissance et la capacité des communautés autochtones en matière de logement communautaire. On ne sait pas comment ça va fonctionner dans le sens que c'est pas nous autres qui allons le faire parce qu'on n'est pas un organisme autochtone, on est surtout un organisme de blanc. On a beaucoup de partenaires qui sont intéressés, donc on a au moins cette vision où nous, on peut partager les connaissances du logement et du leadership, gestion, etc. et faire ça en partenariat avec des stagiaires et des coachs autochtones pour justement améliorer la situation dans les OBNL et les communautés autochtones. Je voulais suivre un petit peu avec ce que Mme Kerr a énoncé. Nous, on trouve que les solutions, justement, sont à 3 niveaux. Elle a parlé de capacité, de compétences. Nous autres, on pense qu'il faut plus de compétences et de capacités. Il faut plus de financement et d'options de financement. Ça nous prend plus de gouvernance aussi par les Premières Nations. Je pense que ça rejoint un paquet de choses qu'on a dites, qui n'ont pas été dites peut-être de cette façon-là, mais on s'en va vers la même direction. Compétences et capacités, là, je vais vous surprendre, c'est à tous les niveaux.
les élus, les gestionnaires, les occupants. Au niveau du financement, ça va prendre quelque part un investissement massif en partenariat. Tantôt, on parlait de palier de gouvernement, tout le monde, incluant les Premières Nations, pour éliminer le retard accumulé. Puis là, ensuite, on va pouvoir parler sérieusement d'un transfert plein et entier du contrôle du logement de les mains des Premières Nations, puisque la situation aura été réparée au préalable. Un peu plus tôt, je vous ai parlé de la conversion du motel Le Rustique en logements sociaux. En effet, c'est 31 studios meublés qui verront le jour pour venir en aide aux personnes itinérantes ou à risque d'itinérance. Quelque chose de très rare dans les municipalités régionales de comté et les villes avoisinantes. Mais pour comprendre l'importance symbolique d'un tel projet dans un ancien motel dont les jours de gloire commencent à sombrer dans l'oubli, il nous faut revenir en arrière. La ville de Châteauguay possède le plus grand nombre de logements sociaux et communautaires au Québec. Elle est un modèle très particulier qu'on peut presque considérer un berceau de ce type de service. Comme nous avions vu au premier épisode, François Saillant y avait d'ailleurs consacré un chapitre entier dans son livre sur l'histoire des 12 batailles pour le logement au Québec. Josette Lachance, une citoyenne de Châteauguay et une grande militante pour le logement, comprenait l'importance d'avoir un toit sécuritaire, confortable et abordable. Cette femme, décédée en mai dernier, a été au cœur de toutes les luttes pour le logement social dans la région, voire au Québec. À ses côtés, Carlos Borges, un ancien prêtre devenu organisateur communautaire, était aux premières loges des rassemblements citoyens qui ont permis de faire de Châteauguay l'un des endroits au Québec où les loyers sont les moins chers et un rempart à la crise du logement. Mon itinéraire est spécial parce que j'étais un prêtre, missionnaire. J'ai été en Angola 3 ans. J'ai fait mes études à Rome, à l'Université grégorienne. Et puis, par la force des choses, j'ai quitté la prêtrise et j'ai atterri à Châteauguay en me mariant une fille de Châteauguay. Mon oncle, c'était le propriétaire du Rustique. C'est une place qui a donné un peu vie à Châteauguay, le Rustique. Dans le temps, là, tout le monde venait ici pour manger, puis tout ça. À ce moment-là, Châteauguay, c'était une ville pas mal dortoir. Le monde achetait des maisons ici, venait coucher ici, mais il travaillait surtout à Montréal avec le Pont Mercier. C'était une société qui n'était pas très, quant à moi, proche de ces réalités. Donc, le travail d'organisation communautaire a été à l'effet de doter la communauté d'un certain nombre de structures, par exemple, garderies, maisons de jeunes. Et alors, c'est comme ça qu'on a abouti aussi au logement social, parce que la pauvreté, c'était une réalité qu'on ne connaissait pas. Et ça, la lutte pour le logement était le meilleur véhicule qu'on a trouvé pour mettre de la pauvreté au milieu des préoccupations politiques. Un des maires avec qui on a eu affaire s'appelait Bosco Boursier, qui se trouvait aussi de la parenté de mon épouse. Et ce monsieur-là, il dit, on avait des relations plutôt amicales, il était dans la famille. Mais à un moment donné, assez clairement, il nous a dit, non, vous êtes en train d'en mettre trop. À Châteauguay, il n'y a pas de pauvres. Pas de pauvres, pas de logement, il n'y avait rien. Moi, j'avais découvert à un moment donné, dans le journal local, Le Soleil, une promesse de 5 logements HLM pour Châteauguay. Et à ce moment-là, donc, c'est toute la question de savoir comment est-ce qu'on va faire, puis tout ça. Puis on s'est dit, là, on a une petite prise. Il y a une promesse. Et on s'est dit, on va mener une lutte pour le logement social. Ça a été l'embryon du comité de logement de Châteauguay. La lutte pour la rue Primo. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à se faire connaître aussi à Châteauguay, à créer des liens. Donc, de fil en aiguille, on a réussi, parce qu'il y avait 5 logements. Le maire de l'époque voulait tout donner aux personnes âgées. On s'est dit, c'est bien, les personnes âgées ont besoin de logements sociaux, mais les familles aussi, il y en a. Puis j'en avais Josette là-dedans. Là. Cette madame-là, j'y dois beaucoup. Et c'est elle qui est devenue un peu le porte-parole de la question du logement. Donc, on a négocié comme on a pu. Finalement, sur les 100, on a eu 24 logements pour les familles. Le reste, ça a été le projet HLM de la rue Saint-Joseph. On est bien étonnés parce que finalement, il y a tout un tas de choses qu'on avait rêvées il y a une quarantaine d'années qui sont jamais devenues réalité. Et par après, ce qui est drôle, c'est que des maisons qu'on avait luttées pour avoir sont devenues propriétés de Solide, que l'organisme s'occupe du logement social à Châteauguay. Châteauguay, je pense qu'on a quand même, je ne sais pas, on répond pas à tout. Et il y a un problème d'itinérance, caché, mais un problème d'itinérance à Châteauguay. Est-ce qu'on a tous les logements qu'on a besoin? Je pense pas. Mais on a fait un petit effort, puis on est très fiers de dire Châteauguay, il a su répondre d'une façon assez adéquate avec les ressources qu'on avait dans ce temps-là aux besoins de milieu. Ce qui est drôle, je dois dire que même au niveau de logement social, il y a eu plusieurs manifestations qui sont passées au rustique. Que le rustique devienne logement social, c'est quand même intéressant. Une fois, par exemple, on est allé, puis c'était un ministre qui est venu à Châteauguay, Trudel. Et
Quand il y a su que Frappe Rue puis le comité de logement social était là, parce qu'on était lors des élections, lorsque le monde venait ici, on a attiré l'attention. Il a voulu passer par une autre porte. Il voulait pas passer la porte principale. On a couru comme on a pu. Il a fallu qu'il nous parle. Je sais pas qu'est-ce qu'on a gagné. Lui, il a fallu qu'il nous parle. Donc après, ça avait tout été piétiné. Je suis allé voir le propriétaire, c'est Jules Dumichel. Puis on pourrait dire que c'est quelqu'un d'assez d'argent dans ce moment-là. J'ai dit, écoutez, je m'excuse beaucoup d'avoir dérangé, là, mais il fallait le faire. Il aurait pu passer par la porte. J'ai dit, toi là, tu fais ce que tu as à faire, occupe-toi pas du reste. Et le plus drôle, c'est que nous, on s'occupe du reste maintenant. C'est nous qui s'occupent du reste. Quand j'ai appris que l'heuristique, qui était l'emblème de Châteauguay au niveau restauration. Le monde venait de Montréal manger à Châteauguay. Savoir qu'il a été tant d'années sans vocation, décider que ça devienne maintenant de logement social, c'est presque un hommage à Jules Dumichel. Mais ça, c'est vrai peut-être l'affaire à retenir, et souvent on en parlait avec Josette, devenir significatif pour le milieu. Il faut répondre à des choses. Puis pas avoir peur de mener les affaires. Les pauvres, ils savent bien plus qu'on pense qu'ils savent. Quand je veux défier les gens, je dis, essaye donc de vivre avec ce que tu reçois de bien-être social. Et tu vas voir que les gens, les pauvres, ils savent quoi faire. Ils s'arrangent. La nouvelle vocation du motel heuristique est rendue possible grâce à un financement de 6 millions dans le cadre de la seconde entente Canada-Québec concernant l'initiative pour la création rapide de logements. Afin de travailler à la réconciliation avec les Autochtones, ce projet permet d'offrir des moyens novateurs de répondre à la problématique en habitation en renforçant les relations avec la communauté voisine de Kahnawake. Le territoire Mohawk se trouvant à quelques centaines de mètres, Alana Kane des services sociaux nous aiguille sur l'intérêt d'une pareille collaboration. La Frome, ils nous ont approchés pour dire « Hey, on va convertir le motel heuristique, on va en faire du logement social. Est-ce que ça pourrait vous intéresser d'avoir un partenariat avec nous pour que vous ayez des logements dédiés à votre communauté, dans le fond? » Fait que, en ce moment, on a un minimum de 5 logements qui va être réservé pour des gens de notre communauté, mais on sait jamais. T'sais, on dit toujours que c'est vraiment un minimum, là, c'est parce que ça dépend aussi de l'intérêt des gens de Kahnawake, parce que veut pas, la plupart des gens, je pense, aimeraient pouvoir rester sur le territoire, mais c'est pas toujours possible en ce moment, là, surtout avec le manque de logement qu'on a. Fait que ça, c'est comme, c'est sac and bass, là, c'est ce qu'on peut offrir, puis au moins, c'est juste à côté, puis on va pouvoir avoir accès à la communauté pareil. L'idée, c'est qu'on va avoir des intervenantes sur place, dans le fond, parce qu'on veut vraiment que les gens qui sont là, s'ils veulent avoir accès à des services, parce que ce sera pas obligatoire, je veux dire, les gens qui y habitent sont pas obligés d'avoir des services, mais souvent, ils aiment ça, puis ils ont peut-être différentes problématiques qu'ils veulent explorer, ils ont d'autres choses qui ont mené à cette situation-là d'itinérance ou de... Puis aussi, on a plein d'idées sur comment s'assurer que les gens restent connectés avec la communauté, que ça soit quelque chose comme du transport pour qu'ils puissent accéder aux services à Kahnawake si ont leur médecin, si jamais leur emploi est à Kahnawake, on veut qu'ils puissent se déplacer par transport en commun, fait qu'on va pouvoir leur offrir ça. Puis je sais qu'on avait des plans, bon là, il faut que ça se construise, hein, puis il faut qu'on... Mais tu sais, les salles communautaires qu'il va y avoir pour les résidents, ben on aimerait ça, nous, emmener nos services, nos programmes, pas juste pour les gens qui vont habiter au motel, on va l'appeler de même, là, mais aussi pour tout le monde, pour qu'il y ait vraiment un milieu de vie là, qui se crée, puis qu'ils se pensent voisins, là, qu'ils vivent comme ça, que ce soit pas juste, bon, ben ici, on a les gens de Kahnawake qui habitent dans cette partie-là, ces 5 logements-là, puis après ça, on a tout le reste. Puis, tu sais, eux, quand ils font une activité communautaire, ils n'ont pas le droit d'y aller. Là. On voudrait plus que ça soit pour que les gens apprennent à se connaître, dans le fond, parce que c'est ça qui va aussi aider avec les barrières. Là. On est voisins, hein, Kahnawake, Châteauguay, mais... Tu sais, il y a eu des événements historiques qui ont fait que peut-être il y a encore des gens qui ont des préjugés, tant un que vers l'autre, là, tu sais, c'est pas... mais puis on sait que veut pas le racisme, le racisme systémique existe. Fait que, tu sais, il va peut-être avoir là, des gens qui vont habiter au motel qui connaissent pas bien. Tu sais, les gens de Kahnawake connaissent pas bien la culture, connaissent pas bien l'histoire, puis ils connaissent pas la réalité puis les problématiques qui existent sur une communauté autochtone Première Nation. Alors, c'est sûr que ça va être un défi. Emmener ces gens-là ensemble pour qu'ils se comprennent, qu'ils apprennent à se connaître, pour qu'après ça, ils puissent vivre comme de façon harmonieuse, tu sais, où ce que tout le monde se sent à l'aise, où ce que tout le monde se sent comme s'ils sont à leur place. Fait que je pense que pour nous, oui, c'est un projet de logement, évidemment, là, mais si on pourrait répliquer ça dans d'autres, tu sais, parce que veut pas, à Kahnawake, à cause de la barrière de langue, là, souvent, on n'accède pas aux services qui sont à côté, là, qui sont
dans notre backyard. On y accède pas parce que, on a l'impression que peut-être que c'est ça, il y aura pas personne qui va pouvoir nous parler en anglais. Les gens, ils connaîtront pas notre réalité. Fait que, si on pense à tous les super belles organismes communautaires à Châteauguay, pas juste en logement, mais en n'importe quoi, la santé mentale, on y pense pas. De les appeler ou d'utiliser leurs services parce qu'on se dit, c'est sûrement pas pour nous. Puis on aimerait ça se défaire de cette idée-là parce que, au contraire, quand on a fait le premier pas puis on est allé vers eux puis on a dit, nous aussi, on a cette problématique-là. On aimerait pouvoir accéder à vos services ou au moins collaborer de façon à voir vous comment vous faites pour remédier à certaines problématiques. Ils sont super contents là, de nous parler, de s'assurer qu'on a accès aux services parce que souvent, ils ont dans leur mandat, justement, de desservir la population de Kanawake, mais eux non plus, ils savent pas trop comment s'y prendre, tu sais. Fait que ils veulent pas non plus juste appeler puis dire j'ai tel service, veux-tu venir? Tu sais, c'est un peu, c'est comme awkward. Fait que si on peut faire de plus en plus de partenariats comme ça, pas juste en logement, mais en plein d'affaires, c'est juste, on va être gagnant, là. En confiance de savoir qu'ils vont être bien traités puis que les gens qui les accueillent comprennent leur réalité, là. C'est ce qui met fin au 8e épisode de Non-Voix pour des toits. Merci d'avoir à nouveau prêté l'oreille aux enjeux auxquels nous souhaitons vous sensibiliser. Pour les personnes intéressées à entendre la discussion intégrale de l'échange sur les réalités des Autochtones, celle-ci sera bientôt disponible dans un autre de nos épisodes hors série. Et pour bien terminer cet entretien, je vous offre un de mes poèmes paru dans mon premier recueil, Bréviaire du matricule 082. Taku Hupanu, qui veut dire « il revient ». L'enfant du Nord furtif, énigmatique, silencieux, cultivant son mystère au souffle du Chiwetin, cherchant dans les volutes de sauge une rédemption libératrice. Il marche comme il caresse le territoire, habité d'un respect des rites anciens, ayant le don de sculpter le vide de l'espace pour ces peuples oubliés du temps. Est-ce une vie ancienne qui le hante dans ses quêtes de beauté frissonnantes? Il continue sur le sentier des secrets territoriaux, mu par un sentiment d'urgence. Tel le saumon bercé par l'appel de ses origines, appelé par l'instinct des finalités, il répond par-delà le temps et les frontières immatérielles, revenant à la rivière du cercle de ses ancêtres. Numushum t'attend afin d'accueillir tes récits, Nukum t'espère, toi son fils rebelle. Je voulais aussi prendre le temps de remercier les bénévoles qui ont témoigné de leur quotidien en prêtant leur voix au projet avec transparence. En ce qui nous concerne, il s'agissait du dernier épisode de notre série Balado. Merci à toutes les personnes qui ont collaboré au projet en nous partageant leur expertise. Merci à toutes les personnes bénévoles qui nous ont donné de leur temps afin de mieux informer la population québécoise sur les enjeux d'habitation actuels. Et merci à vous de nous avoir suivis au courant de la dernière année. Évidemment, en 8 épisodes, un nombre limité d'enjeux peut être abordé et nous aurions souhaité pousser la réflexion plus loin. Nous vous donnons un dernier rendez-vous où les membres du comité de production discuteront lors d'un épisode bonus de leurs meilleurs moments. Tineshko maintenant.